Avant que cette vidéo commence, je voulais rapidement vous dire deux choses. Premièrement, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai une seconde chaîne YouTube où je poste bien plus régulièrement du contenu. Je vous parle d'actualité YouTube, de certaines vidéos que je vois sur la plateforme, en bref, un contenu un peu plus chill que sur cette chaîne. Et je vous invite à vous abonner si vous voulez voir davantage de contenu venant de moi. Si vous voulez me soutenir, quoi qu'il arrive, je vous mets le lien en description. Deuxièmement, cette vidéo a mis un peu plus de temps à sortir parce que j'ai tenté une nouvelle écriture. J'ai essayé de faire mon maximum pour faire ressentir le plus d'émotions possible. Et je peux vous garantir que par écrit, c'est pas si simple. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Pour être honnête, j'ai adoré la faire. Bref, je vous garde pas plus longtemps, je vous laisse avec le sponsor de la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon visionnage. Abonnez-vous. Cette vidéo est sponsorisée par Incogni. Depuis des années, lorsque vous vous connectez, des courtiers en données collectent vos informations personnelles, y compris vos noms et alias, votre numéro de sécurité sociale, vos identifiants de connexion, votre activité en ligne et bien plus encore. Ce n'est pas pour rien que par moment, vous recevez des appels ou des mails suspects. C'est tout simplement parce que vos informations personnelles sont vendues à des data brokers. La bonne nouvelle, c'est que grâce à la loi RGPD, vous avez le droit de protéger votre vie privée en demandant aux courtiers en données de supprimer les informations qu'ils détiennent sur vous. La mauvaise nouvelle, c'est que cela vous prendrait des années pour le faire manuellement. Mais plus maintenant, grâce à Incogni. Incogni contacte les courtiers en données en votre nom, demande la suppression de vos données personnelles et gère toute objection de leur part. Et pour quelqu'un comme moi qui a déjà vécu un swatting ou encore reçu des menaces de mort, comment vous dire que ce genre de service est plutôt bien utile? Étant donné que de nombreux courtiers en données collectent à nouveau vos informations personnelles après un certain temps, Incogni veille également à ce que vos données ne soient pas remises sur le marché en effectuant des suppressions répétées et continues. C'est pourquoi l'abonnement annuel est particulièrement avantageux, car Incogni continuera à protéger votre vie privée tout au long de cette période. Et ça tombe bien, justement avec mon lien que vous trouverez en description, vous bénéficierez de 60% de réduction et de vos données protégées. Alors n'hésitez plus. À partir de 2009, le YouTube francophone a été marqué par une effervescence créative sans précédent. Les vidéastes français ont saisi l'opportunité de cette plateforme et ont commencé à publier des vidéos en ligne avec passion et détermination. C'était des pionniers explorant de nouvelles formes d'expression et repoussant les limites de la créativité. Les vidéos virales ont rapidement commencé à se propager dans tout le pays. Les vidéastes français ont commencé à gagner en popularité, réalisant des millions de vues et accueillant des milliers de nouveaux abonnés. Pour moi, cette période de YouTube était un véritable refuge, car j'étais pas en grande forme à l'époque et je trouvais pas toujours de réconfort dans les jeux vidéo. Et c'était la première fois que je voyais des personnes comme moi être chez elles et partager leur passion. Cette époque était marquée par une grande spontanéité et une absence de formalisme. Les vidéos étaient bien souvent tournées avec des caméras bas de gamme ou même des téléphones portables, dans des appartements ou des chambres d'étudiants. Les youtubeurs se filmaient en train de raconter des anecdotes, de faire des sketchs ou de jouer à des jeux vidéo. Elles étaient brutes, non scénarisées et souvent improvisées. Et ironiquement, si je vous demande quelle a été votre période préférée sur YouTube et que vous l'avez découvert dans cette période, il y a de grandes chances pour que vous me disiez que votre période préférée, c'était celle-ci. Pas de monétisation, pas d'opération sponsorisée, les créateurs découvraient un nouveau moyen d'exprimer leur passion sans aucune pression. Le but était juste de faire des vidéos, sans se douter qu'un jour ils pourraient en faire un métier. Cependant, déjà à cette époque, il y avait des youtubeurs qui avaient des ambitions différentes. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une chaîne en particulier qui, pour moi, représente parfaitement cette époque incroyable de YouTube, la chaîne du joueur du grenier. Et quoi de mieux pour commencer que de vous parler des prémices de cette chaîne emblématique. Les jeux rétro, conçus et publiés dans les années 80, 90 et début 2000, ont une esthétique particulière associée aux technologies graphiques de l'époque. Les graphismes sont souvent en 2D, avec des pixels visibles et des couleurs vives. Les jeux rétro sont également souvent associés à des consoles de jeux vidéo qui ont connu leur apogée dans les années 80 et 90, comme la NES, la Mega Drive ou encore la Commodore 64. Et la popularité des jeux rétro ne se dément pas aujourd'hui. De nombreux joueurs nostalgiques cherchent à retrouver les sensations de leur jeunesse en rejoignant leurs jeux préférés sur des émulateurs ou sur des consoles rétro. Les jeux rétro ont également inspiré de nombreux développeurs indépendants qui cherchent à recréer l'esthétique et le gameplay de l'époque. Et ça marche. Si on regarde les pages Steam de certains jeux ayant un look rétro, on peut très vite se rendre compte qu'une grosse communauté aime ce style. Les jeux rétro restent donc une source d'inspiration inépuisable pour les développeurs et les joueurs. Cependant, comme bon nombre de jeux récents, certains jeux rétro étaient simplement là pour faire de l'argent, proposant des jeux souvent catastrophiques pour le joueur. Des niveaux trop difficiles, de mauvais graphismes même pour l'époque, des adaptations de films en jeux vidéo désastreux, ce qui a eu pour effet de marquer certains joueurs qui se rappellent encore de cette mauvaise expérience des décennies plus tard. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire quel jeu vous a traumatisé dans l'espace commentaire. C'est alors qu'un génie a eu une idée, partager ses émotions sur ces jeux jugés horribles en vidéo. Ces jeux ont traumatisé toute une génération, voire même plusieurs générations, mais en les revisitant et en les partageant en ligne, cette personne a permis à de nombreux joueurs de prendre conscience qu'ils n'étaient pas seuls à vivre ces traumatismes. Et cette chaîne s'intitule James Video Nerd. Castlevania 2, Simon's Quest may be a pretty bad game, but it is God compared to Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
That game is just the epitome of bad. C'est le 8 avril 2006, soit un an après la création de YouTube, que cette chaîne sort sa première vidéo qui s'intitule Dr. Jekyll and Mr. Hyde. On peut y voir un youtubeur désespéré par le jeu qu'il est en train de tester. La qualité étant 240p, le jeu est capturé avec la caméra ou la webcam, ce qui peut nous rappeler les époques sombres de nos débuts sur YouTube. En bref, une vidéo amatrice d'un créateur qui veut parler d'un jeu qui l'a traumatisé. Et vous voulez que je vous dise, même en 2006, cette première vidéo a eu du succès. Tout comme la formule podcast qui aura un succès plus tard, qui est le fait de raconter des anecdotes de Monsieur Tout-le-Monde, et bien là, ce qui va toucher les gens, c'est le fait que les sentiments qu'il exprime en jouant à ce jeu sont ceux que beaucoup de personnes ressentent. Et donc, vous vous en doutez, ils vont s'identifier. Pour être encore plus précis, ce qui va plaire, c'est le fait de pas tirer sur l'ambulance, mais lui défoncer sa race à l'ambulance. Dans une époque où on voyait bien souvent des adolescents faire des vlogs dans leur chambre parlant de leur quotidien, cette chaîne va avoir un énorme impact pour le futur de YouTube, puisqu'elle sera la cause de la création de la chaîne dont je vais vous parler aujourd'hui. Nous sommes en 2009, l'année où 2 albums incroyables sortent, où encore quelques irréductibles aficionados portent un t-shirt de la marque Tectonic, où l'un des Call of Duty les plus emblématiques sort, mais surtout en France, c'est l'année où les podcasts viennent d'arriver sur YouTube. Les chaînes de gaming qu'on connaît aujourd'hui ne sont pas encore créées, et c'est à cette période qu'une nouvelle chaîne débarque, la chaîne du joueur du grenier. Cependant, à cette époque, étant un enfant de la campagne perdue dans le 77, c'est en 2009 que je découvre Internet. Et donc, vous vous en doutez, je n'ai pas découvert cette chaîne dès ses débuts. Mais ce sera un an plus tard, chez ma sœur, que je vois en recommandation une vidéo qui pour moi est la vidéo la plus emblématique du joueur du grenier, la vidéo sur les Tortues Ninja. Bon allez l'échelle, ce coup-ci je vais y aller doucement. Comme ça, en haut je prendrai le coup quand même, putain. Je suis fou, ce jeu me rend fou, ce jeu me rend fou. C'est encore raté. Ce qui est fou, c'est que n'étant pas un enfant des années 80, je n'ai jamais connu ces jeux, et donc je le découvre en même temps que je regarde la vidéo. Et c'était la première fois que je voyais un youtubeur faire ressentir autant d'émotions à travers une caméra. Cette chaîne n'avait pas pour but de faire forcément rire avec des blagues, mais faire rire en montrant comment un jeu vidéo peut rendre fou. On se voit à la place du joueur du grenier en se disant qu'on aurait été exactement pareil que lui si on avait joué au jeu. Et quand on regarde bien, on comprend très rapidement comment une chaîne qui parle de jeux rétro a pu aussi bien marcher. Tout d'abord, les compilations de rage plaisent au public, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Ça a tendance à faire rire et même par moments, on a envie de suivre un streamer ou un youtubeur parce que sa rage est divertissante. Ça en devient de l'humour. Ensuite, dès les premières vidéos, on ressent un certain professionnalisme sur la chaîne. On n'a pas seulement un youtubeur qui teste des vidéos dans sa chambre. On a 2 créateurs qui réalisent une vidéo entièrement écrite, scénarisée et mise en scène. Je le rappelle, mais à cette époque, les chaînes de gaming n'existaient même pas encore. Et de voir une caméra faire différents plans, c'était incroyable. Cette période où je suivais ardemment le joueur du grenier m'a laissé des souvenirs que je n'oublierai pas. Et ce n'est pas anodin, ces souvenirs qui restent ancrés dans ma mémoire, ils sont là pour une bonne raison. Et c'est justement pourquoi, d'après moi, le joueur du grenier a encore autant de succès aujourd'hui. Quand on regarde la chaîne durant toutes ces années, on se rend compte que c'est l'une des seules chaînes qui a traversé toutes les périodes et l'ensemble des tendances. La période podcast, prank, clown tueur, end spinner, jusqu'au contenu produit et réalisé d'une façon quasi similaire à la télévision. Cette chaîne n'a jamais cessé de fonctionner. Sauf que quand on regarde de plus près le but de la chaîne, on peut très rapidement se rendre compte qu'à la base, une chaîne testant des mauvais jeux vidéo va avoir du mal à perdurer dans le temps. Et ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, tout comme l'émission Crost de Karim Debache, que d'ailleurs je vous invite à aller voir, il faut la voir. Crost, c'est incroyable. D'ailleurs, Karim, si tu vois cette vidéo, sache que je t'aime. Voilà, il fallait que je le dise. Mais tout comme l'émission Crost, ce qu'explique Karim dès le premier épisode, c'est que comme il va parler de films tirés de jeux vidéo, eh bien la liste a un début et une fin. Parlant de mauvais jeux rétro, même s'il y en a pas mal, eh bien il y a forcément un moment où la chaîne ne pourra plus produire de contenu, parce que tous les mauvais jeux rétro auront été testés. Mais surtout, un détail très important, la redondance du contenu. Quand tu parles d'un mauvais jeu, au début, il n'y a aucun problème. Le jeu est trop dur, les graphismes sont horribles, le jeu est buggé, en bref, des arguments qui tiennent la route et qui, bien amenés, peuvent faire rire le viewer. Sauf que, eh bien, les arguments quand tu testes un mauvais jeu sont souvent un peu les mêmes. Et donc, les premiers épisodes, ça va marcher, mais au fur et à mesure du temps, le fond de la vidéo peut rapidement devenir répétitif. Et on le sait, un contenu répétitif a tendance à lasser. Et c'est là que la chaîne va avoir des coups de génie qui vont lui permettre non seulement de la propulser très haut, mais surtout de la faire perdurer dans le temps. L'équipe du joueur du grenier, c'est qu'une chaîne qui n'a qu'un concept de vidéo peut être bien trop répétitif. Et c'est pourquoi cette chaîne va vite prendre les devants. Tout d'abord, c'est au bout de 4 mois que la chaîne va proposer un épisode hors série sur l'émission de télévision Téléchat. Le concept est de parler de cette émission qui a traumatisé l'enfance de la génération Y, et donc on est parfaitement dans la ligne éditoriale du joueur du grenier. On ne parle pas de jeux vidéo, mais de souvenirs d'enfance qui ont traumatisé. Également, c'est après une quarantaine d'épisodes qu'une nouvelle série voit le jour, Papy Grenier, où le concept n'est pas de parler d'un jeu qui a traumatisé notre enfance, mais plutôt d'un jeu ou d'une licence qui a marqué notre
notre enfance. Ces 2 séries supplémentaires ont été des paris réussis, car non seulement elles ont toutes rencontré leur public, mais leur succès a souvent été égal aux audiences des épisodes classiques du JDG. Concernant les épisodes classiques, très rapidement on pourra apercevoir une amélioration dans la forme des épisodes. Des intros, des outros avec une petite histoire, jusqu'à inventer des personnages avec des arcs narratifs pour donner aux viewers quelque chose en plus qu'un simple test de mauvais jeu. Et c'est ce qui va beaucoup plaire, le fait d'utiliser des moyens à la hauteur de leur créativité. Ça va permettre à cette chaîne de non seulement cacher bien souvent le fond qui est répétitif, mais en plus de montrer que sur YouTube on peut faire autre chose que simplement des vidéos dans sa chambre. Et c'est à partir de 2013 que le joueur du grenier va accueillir une nouvelle personne dans l'équipe, ce qui va permettre à la chaîne d'aller encore plus loin dans l'humour et la qualité. Karim Debache. Pour ceux qui ne connaissent pas Karim Debache, il fait partie de ceux qui ont créé les séries Crossed, ça je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, et Chroma, 2 séries de vidéos que je vous conseille absolument. Et Karim Debache va apporter un esprit créatif supplémentaire qui va permettre à la chaîne de franchir le level supérieur. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, récemment le JDG a annoncé le fait que Karim Debache ne faisait plus partie de l'équipe, pour se consacrer à 100% à ses propres projets. Si à l'époque on pouvait avoir une intro et une outro en rapport direct avec le jeu, dorénavant nous avons un test de jeu ou de franchise complète, entrecoupé d'un court-métrage à la fois très bien réalisé, monté, rythmé et drôle. Dans une époque où la fiction était pas mal présente sur YouTube, le joueur du grenier a pris le train en marche en touchant dorénavant 2 communautés, celle de la fiction et celle des jeux rétro, tout en laissant le choix au public. Mais également pour terminer, c'est en 2015 qu'ils vont faire un choix que je trouve personnellement très intelligent. Salut à tous, une petite vidéo informative pour vous annoncer la sortie de la 2e chaîne Joueur du Grenier comme prévu qui s'appellera Joueur du Grenier Gaming 2. Non, c'est Bazar du Grenier. C'est le 28 avril 2015 que la première vidéo du Bazar du Grenier sort. Nous avons affaire à un jeu de rôle accompagné de ses acolytes Seb, Bob Lennon, Crane et Bayard. Comme le dit le joueur du grenier dans sa vidéo annonce, le but de cette chaîne est de faire des vidéos qu'il ne pourrait pas vraiment mettre sur la chaîne principale. Ça permet à ceux qui sont fans d'avoir davantage de contenu et au JDG de faire autre chose que simplement des tests de jeux rétro. Et d'un autre côté, ça permet aussi d'avoir un équilibre de vues dans le cas où la chaîne principale subisse une baisse progressive. Comme ça, ils se disent bon ok, il y a une baisse de vues, mais comme la chaîne secondaire marche pas mal, et bien niveau revenu, c'est pas trop stressant. Et cette chaîne va rencontrer un succès, parce que ceux qui voulaient avoir Seb et Fred dans un cadre un peu plus chill, avoir une plus grosse proximité avec eux sont servis. On pourra y voir tout d'abord des let's play de Fred, mais également de Seb, qui lui permettront d'avoir par moment le premier rôle. Et pour être parfaitement honnête, cette chaîne m'a permis de découvrir surtout Seb, qui a toujours eu le rôle du sidekick rigolo sur la chaîne principale. Plusieurs séries de vidéos qui vont voir le jour sur cette chaîne vont être des cartons. Je pense notamment à la série Jeux en vrac, où le concept est de faire comme sur la chaîne principale, mais en faisant une vidéo beaucoup plus courte, sans la fiction. Ce qui est très cool d'ailleurs pour ceux qui sont pas forcément fans de fiction. JDG la revanche, où on peut voir le JDG prendre sa revanche sur un jeu qu'ils ont testé sur la chaîne auparavant, ou encore une série de vidéos que j'affectionne tout particulièrement, ces jeux qui m'ont marqué. C'est sur un ton certes un peu moins humoristique, mais tout aussi divertissant qu'on peut voir Fred nous parler d'un jeu qui l'a marqué en exprimant ses émotions. Et ça marche. Ça marche parce qu'il sait poser les mots sur ce qu'il ressent, et c'est à travers notre écran qu'on arrive à ressentir ses émotions. Et si cette chaîne est une réelle réussite, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la proximité, comme je vous l'ai dit plus tôt. Un contenu moins professionnel, mais tout aussi divertissant, ce qui permet aux fans de la chaîne principale d'avoir un contenu en attendant la prochaine vidéo sur la chaîne principale. Mais surtout, beaucoup plus de contenu, ce qui va permettre à Fred et Seb d'être plus présents sur les réseaux, et d'avoir une activité continue. Et je vous en ai parlé dans ma vidéo sur Cyprien, mais être partout et tout le temps, c'est important quand on est sur internet. Sinon, on peut vite être oublié. Et depuis le lancement de cette chaîne, et ce grâce à un emploi du temps bien rodé, il se passe pas une semaine sans que nous ayons un ou plusieurs contenus originaux du joueur du grenier. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'en seulement 10 mois, c'est pas moins de 250 vidéos upload sur la chaîne, soit entre 4 et 6 vidéos par semaine, comparé à la chaîne principale qui, à l'époque, était à une vidéo par mois. Et il n'y a aucun secret, apporter plus de contenu à sa communauté ne peut qu'être bénéfique pour la chaîne. Et ça le sera, puisqu'elle réalisera autant, voire plus de vues que la chaîne principale, ce qui permettra au JDG de doubler ses revenus qu'il pourra par la suite investir dans ses futurs épisodes et dans un local professionnel. Cependant, si d'un point de vue statistique, les deux chaînes se portent pour le mieux, eh bien paradoxalement, le joueur du grenier va vivre plusieurs problèmes qui vont l'éloigner petit à petit de la plateforme. Il y avait ce sentiment qui émergeait de plus en plus de YouTube, ça m'emmerde. YouTube, ça me fait chier, ça m'intéresse plus. Les choses qu'il y a dessus ne m'intéressent pas. J'ai du mal à comprendre ce qui marche. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça marche. Enfin, j'ai du mal à comprendre ce qui marche, je le comprends, mais je comprends pas pourquoi. Cette vidéo, datant du 6 avril 2019, qui est l'une des plus vues de la chaîne, montre un Fred fatigué par ce qui est devenu la plateforme. Il explique un ras-le-bol concernant le contenu prédominant sur la plateforme qui le laisse complètement indifférent et évoque surtout les youtubeurs divertissement qui passent leur temps à courir après ce qui fonctionne sans en ressentir réellement l'envie de le faire. Pour vous résumer rapidement, le JDG a l'impression que ces youtubeurs préfèrent faire un contenu qu'ils aiment sans plus mais qui cartonne, plutôt que de faire un contenu qui les passionne, mais qui risque de moins bien marcher. Et ce sentiment est partagé par la communauté, qui exprime les mêmes ressentis que Fred en commentaire, en expliquant le fait également que si à l'époque, ils regardaient tous les contenus pour lesquels ils étaient follow, eh bien aujourd'hui, ils en regardent beaucoup moins qu'avant. Mais alors, pourquoi certains ont ce sentiment de lassitude de ne pas être en phase avec la plateforme ? Je vais vous répondre...
c'est parce que vous êtes des boomers. La plateforme YouTube a connu une évolution significative au fil des années, ce qui a entraîné une certaine cassure entre la nouvelle et l'ancienne génération. Les créateurs de contenu de la nouvelle génération ont adopté des approches plus dynamiques et modernes, mettant en avant des styles de montage rapide, des formats vlog et des tendances virales. Leur contenu est souvent axé sur les réseaux sociaux et s'adresse à une audience jeune et connectée. En revanche, les créateurs de contenu de l'ancienne génération ont bâti leur réputation à une époque où YouTube était encore émergent, avec une approche plus classique et moins centrée sur les tendances du moment. Cette différence de style et d'approche a entraîné une cassure entre les deux générations de créateurs et a conduit à des perceptions contrastées au sein de la communauté YouTube. Et malheureusement, au-delà de cette cassure que JDG a avec cette nouvelle génération de YouTube, eh bien la plateforme va l'enfoncer encore plus. Salut! Alors, vous l'avez constaté, il y a quelques jours, on a eu des problèmes sur la vidéo Duke Nukem sur la chaîne Joueur du Grenier. On se retrouve dans cette situation qui ne nous arrive jamais, littéralement, où la vidéo est prête longtemps avant sa sortie. Alors, j'envoie la vidéo à YouTube, donc en ayant flouté la base, hein, donc les poitrines, les machins, les femmes un peu trop déshabillées, donc ça, par défaut, je savais que ça passerait pas, donc j'ai fait mes devoirs avant. Premier truc qu'on me demande de flouter, c'est les scènes de Duke Nukem 3D. Donc, je suis en mode genre, vous voulez que je pixelise des pixels. Je fais tout ça et donc voilà. Et là, la deuxième personne me dit, là c'est bon, ça, maintenant ça marche, y a pas de problème. Donc, du coup, sauf que là maintenant je regarde la vidéo à ce moment-là et je me dis, mais c'est de la merde, c'est de la merde quoi. C'est juste qu'il y a c'est genre il y a des gags que tu comprends plus rien parce que tu vois plus rien, tu vois juste une bouillie de pixels, tu vois plus rien, c'est de la merde quoi. C'est le 1er août 2021 que le JDG parle de ce qui s'est passé sur sa dernière vidéo, Duke Nukem. Si le JDG avait déjà un problème avec le contenu mis en avant qui est proposé sur YouTube, maintenant il doit faire face à une vague de démonétisation illégitime. Et tous ces problèmes vont petit à petit démotiver le joueur du grenier et le pousser vers un autre chemin. La plateforme Twitch. Twitch est une plateforme de streaming qui présente de nombreux avantages. Ce qui est formidable avec cette plateforme, c'est la possibilité d'interagir avec sa communauté. Et ça, le JDG est très bien au courant. C'est pourquoi il va de plus en plus aller sur cette plateforme, et au-delà des jeux vidéo qu'il va proposer sur sa chaîne Twitch, le joueur du grenier va en profiter pour organiser également des soirées anecdotes, où il partage des making-of et les coulisses de son travail qui sera suivi par plus de 10 000 viewers constants. Depuis 2018, il s'est de plus en plus investi sur cette plateforme, entouré de ses acolytes tels qu'Antoine Daniel, Karim Debache, Seth du joueur du grenier et bien d'autres. Cette présence lui permet de prendre du recul vis-à-vis de sa situation sur YouTube et de réduire la pression qu'il peut ressentir. Il semblerait donc que la censure et les divers problèmes rencontrés sur YouTube l'aient poussé à se tourner de plus en plus vers Twitch. Et finalement, cela a été bénéfique pour lui. Bien qu'il publie moins de vidéos sur sa chaîne principale, il continue de proposer le même type de contenu sur sa chaîne secondaire, offrant ainsi à sa communauté une plus grande diversité. Les adeptes de contenu en direct peuvent le retrouver sur Twitch. Ceux qui préfèrent les vidéos peuvent le suivre sur YouTube. De plus, cette chaîne Twitch va permettre aux joueurs du grenier de créer 2 chaînes YouTube supplémentaires. Enfin, pas vraiment, mais laissez-moi vous expliquer. Fred commençait à en avoir marre de voir ses propos constamment sortis de leur contexte par les multiples chaînes de clips qu'on pouvait voir sur TikTok ou sur YouTube. Et il a été le premier gros youtubeur français à mettre un ultimatum aux détenteurs des nombreux comptes. Bonjour, je laisse 48 heures aux différentes chaînes de clips pour supprimer les clips contenant du contenu de mes streams. Passé ce délai, je les ferai supprimer de force, avec les conséquences qui vont avec. Bonne journée. Mais du coup, est-ce que toutes les chaînes de clips ont fermé? Eh bien oui, sauf une qui repostait des extraits avec respect sur des durées assez longues pour ne pas changer les propos initialement tenus. Cette chaîne, c'est celle de Fat Giorno. Elle est spécialisée dans la reprise d'extraits des lives du JDG et d'Antoine Daniel. Et JDG a accepté à cette chaîne de clips de poster des passages de ses lives. Cette chaîne réalise plus de 5 millions de vues par mois, donc vous vous en doutez, ça ne peut qu'être bénéfique pour le joueur du grenier d'avoir une chaîne qui publie des clips sans les sortir de leur contexte et faire des centaines de milliers de vues par clip. Mais également, une seconde chaîne a vu le jour sur YouTube et s'intitule Best of JDG Twitch. Le concept est simple, reprendre les lives du JDG et les poster sur YouTube. Et si au début, la chaîne n'était pas une chaîne officielle du JDG, eh bien c'est à partir de décembre 2020 que le joueur du grenier fait de cette chaîne la chaîne officielle de Best of Live, permettant aux créateurs de toucher une partie des revenus publicitaires. Et actuellement, la chaîne réalise plus de 6 millions de vues pour des vidéos faisant 1 heure. Et c'est là qu'on a affaire à l'ironie de la situation. Le joueur du grenier, bien qu'étant considéré comme décalé par rapport à la nouvelle génération, est présent sur toutes les plateformes vidéo importantes du net. YouTube, Twitch, TikTok et Twitter, notamment grâce aux clips. Depuis 2023, il est plus visible que jamais, apparaissant parfois d'ailleurs en collaboration sur d'autres chaînes telles que celle de Cyprien ou Edouard, où il participe à de petits arcs narratifs. Sa capacité à continuer à prospérer est principalement due à l'entourage solide qui l'entoure depuis le début de sa carrière. La présence de Karim Debache et Seb lui a permis de prendre du recul sur les situations et de prendre des décisions réfléchies à l'avance. Et c'est pourquoi le
JDG aujourd'hui est devenu une icône sur YouTube, parce que c'est un YouTuber qui a su traverser les générations et faire face à tous les obstacles qui se mettaient sur son chemin. Il a su faire évoluer assez son contenu pour continuer de toucher sa communauté qui le suit depuis des années. Et ça lui va. Il n'a pas besoin de devenir le numéro 1, et c'est justement ce qui me plaît. Dans une époque où la course au monopole est monnaie courante, ça fait plaisir de voir des YouTubeurs qui ne cherchent pas à toucher les futures générations pour faire plus de statistiques. Mais de l'autre côté, quand on regarde bien les chiffres que font toutes les chaînes qui représentent le JDG, eh bien on se rend compte qu'ils n'avaient jamais fait autant de vues par mois. Ce qui veut donc dire qu'à l'heure où je vous parle, comme diraient les Jones, le joueur du grenier est à son prime. Je tenais tout de même à apporter une dernière note qui est, je trouve, importante. Ça fait plusieurs années maintenant que les épisodes du JDG sont accompagnés de personnages récurrents, du vieux sage à David Goudenoff, en passant par le patron d'Infogrames et le doubleur. Ils sont tous devenus iconiques et partagés en masse sur les réseaux. Seb est pour moi un personnage sur la chaîne qui n'a jamais cessé d'évoluer, et je n'ai aucune crainte de dire que si la chaîne fonctionne encore autant, c'est en partie grâce à lui. Bien souvent, on a tendance à oublier les seconds rôles. Seb est un personnage dont on se souviendra. Pour conclure, aujourd'hui ma consommation de contenu du JDG est moins fréquente qu'auparavant, et c'est avec une profonde nostalgie que je me plonge parfois dans les anciennes vidéos, revivant chaque détail de l'époque où je les découvrais. Je me rappelle avec une clarté étonnante du jour où j'ai découvert cette chaîne, et je suis sûr que vous aussi. Et tout comme le JDG évoque ses jeux d'enfance à ses petits-enfants, nous évoquerons sans doute cette chaîne à nos propres enfants, qui ne connaîtront jamais cette merveilleuse période qui marquait les débuts de YouTube. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Bien entendu, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, sachez que ça soutient de fou. Vous pouvez également me suivre sur Instagram ou sur Discord, si vous voulez être informé des futures vidéos. N'hésitez pas également, encore une fois, à me suivre sur ma seconde chaîne si vous voulez davantage de contenu. Quoi qu'il arrive, je vous mets tous les liens en description. Il est temps pour moi de vous laisser, portez-vous bien, profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy.